Un bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent présentement. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour l'aventure. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés dans la province du Naouri, plus précisément dans le village de Tchakane, pour vous faire découvrir la case de Benjé. Oui, la case où a habité pendant 3 mois l'explorateur français Benjé. Il s'agit de cette case-là qui se trouve au Palais Royal de Tchakane que nous découvrons à travers la rubrique à la découverte de tout à l'heure pour le témoignage. Et aujourd'hui, nous aurons l'information, l'actualité avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo, qui sera là d'un moment à l'autre. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de coaching, mais d'une conférence surtout qui vise l'épanouissement de la femme avec une coach qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire, coach Aminata Ouattara, sera là sur ce plateau pour encore donner des conseils aux femmes concernant leur épanouissement, leur émancipation. Et plus tard, on va avoir des astuces, des conseils sécurité routière pour aider les enfants à traverser pendant l'année scolaire, bien sûr, les différentes voies. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Direction le village de Tchakane, c'est dans la province du Naouri. Pour commencer, je rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, l'ONTB, l'Office national de tourisme burkinabé, a organisé une sortie touristique dans la province du Naouri. Il a été question de visiter d'abord le pic du Naouri, la cour royale de Tébélé, mais également la case de l'explorateur Benjé qui est située au niveau du village de Tchakane, plus précisément au centre de la cour royale de Tchakane. Et une équipe de Savane Média était sur place pour la visite également. Je rappelle que cette visite c'était au profit de journalistes, de communicateurs, mais également des élèves et scolaires. Et puis, chez nous, c'est Samuel Moko qui était avec l'équipe et il nous a ramené les témoignages concernant donc la case de Benjé, la case où a séjourné pendant 3 mois l'explorateur Benjé. On découvre encore cette case en images, mais également le témoignage du guide touristique du village de Tchakane, du village, de la cour royale de Tchakane. On regarde, on écoute et on revient. Je réponds au nom de Yamiro Jean-Marie. Je suis le président de l'association des guides professionnels de la région du Centre-Ouest et le chargé des affaires étrangères de l'association des guides de tourisme de l'AES. Nous menons beaucoup la sensibilisation parce que le Burkinabé n'était pas habitué à visiter ce qu'il a dans son pays. Donc si nous sommes dans cette dynamique, vu que la tendance a changé, vu que les Européens ne viennent plus, donc la tendance a changé. Donc nous sommes plus dans la sensibilisation pour amener d'abord les Burkinabés eux-mêmes à adhérer l'idée d'abord, à découvrir, à ce qu'ils découvrent d'abord ce qu'on a comme pourcentualité au niveau de notre pays. Donc ça fait que maintenant nous sommes plus dans la sensibilisation. Et nous avons commencé cela depuis plus de 3 ans. Et nous voyons que les choses sont en train de changer. Donc on a constaté qu'au niveau des services aussi, on veut bientôt toucher les différentes institutions pour amener même le personnel aussi à découvrir ce qu'on a au niveau de notre pays. Et aussi, faire la sensibilisation, c'est plus amener les gens à comprendre que non, on ne peut pas développer le Burkina Faso sans nous-mêmes. Voilà, donc maintenant c'est nous qui devons porter ce fardeau pour amener les gens aussi à visiter. Puisque vous savez, les sorties touristiques, ça permet aux agents aussi de se détendre. Que de rester entre les 4 murs à chaque fois, ça permet aussi de se détendre et de se parler entre eux. Et ça renforce aussi la cohésion. Vous savez, quand vous sortez en sortie touristique, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, ça renforce beaucoup la cohésion. Donc nous sommes dans ce dynamisme-là et nous croyons que, en tout cas dans les années qui viennent, vous allez voir que le taux des visites au niveau du tourisme interne va augmenter. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bienvenue. Merci. Alors, pas de journaux. C'est férié. C'est férié, oui. Mais l'information est toujours au rendez-vous. C'est ça. Parce que l'information est toujours présente. Oui. Et aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. Oui. Toussaint, au Burkina, ça arrive après une journée fériée qui marque l'insurrection populaire, une décennie cette année.
Cette journée a été marquée hier. Donc, c'est une succession de journées fériées au Burkina qui débouche sur un week-end. Donc, les gens ont au moins 4 jours de repos. C'est ça. Et voilà. Pour ce qui concerne Toussaint, on en parle au moment où les fidèles chrétiens catholiques notamment sont à la messe pour célébrer tous les saints. Parce que l'Église catholique estime que ce ne sont pas tous les saints qui ont été reconnus comme tels, qui ont été béatifiés, canonisés et célébrés comme des saints. Des chrétiens, dans la discrétion, se sont mis au service du Christ et de l'humanité et donc méritent qu'ils soient célébrés. Et comme on ne connaît pas tous ceux qui se sont mis sur le chemin du Christ, qui ont réussi et qui ont prolongé sa mission, ce jour-là est choisi pour, une fois pour toutes, célébrer tous les saints, leur rendre hommage et montrer ce qu'ils ont fait comme exemple à d'autres générations. Je crois que c'est tout le sens de Toussaint qui est résumé par la fête de tous les saints, et c'est l'occasion pour l'Église de célébrer ces saints, ceux qui ont été canonisés, béatifiés ou non. Et c'est le moment de dire que des gens ont dévancé ceux qui sont là aujourd'hui dans la mission de Jésus, dans la mission au service de l'Église de Dieu et de l'humanité. Bien entendu, quand vous regardez dans la tradition catholique, tout le monde ne fait pas la même chose. Par exemple, les missions sont partagées. Il y en a qui s'occupent de santé, il y en a qui s'occupent d'éducation, il y en a qui s'occupent purement du culte, mais tous travaillent à ce que l'homme soit heureux, l'homme vive dans le bonheur et l'homme suive la voie du Christ. Donc, chacun, dans ses mérites, peut se retrouver au cours de la journée du 1er novembre, qui est la journée de Toussaint, qu'il ne faut pas confondre avec la journée du 2 novembre, qui est la journée consacrée à l'honneur et au recueillement, à la mémoire des morts, qu'on appelle la fête des morts. Bon, ça, c'est le 2 novembre. Ce n'est pas à confondre avec Toussaint, qui est la fête de tous les saints aujourd'hui. Donc, joyeuse fête de Toussaint à tous les chrétiens. Merci bien. Autre événement pour le Burkina Faso le 1er novembre, c'est la fête de l'armée. Oui, et ceux qui ont oublié ont dû se le rappeler quand le chef d'état-major général des armées a produit son communiqué pour dire, pour ceux qui fréquentent le centre-ville de Ouagadougou, en particulier la zone de la place de la Nation ou place de la Révolution, si vous voulez, faites attention parce que les 1er et 2 novembre, il va y avoir une perturbation de la circulation routière à ce niveau-là. Donc les gens ont dû se rappeler que le 1er novembre, c'est aussi la fête de l'armée au Burkina. L'armée burkinabé a été créée dès août 1960, mais le 1er novembre là marque le transfert du commandement des militaires français vers les militaires burkinabés. Parce que vous vous souviendrez que le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, j'ai dit général parce que c'est avec ce grade-là qu'il a terminé, mais en 1960-1961, il n'était pas encore général. Mais le transfert s'est fait le 1er novembre entre l'armée française et l'armée voltaïque, parce que entre-temps, le président Maurice Yamego avait demandé au général de Gaulle de lui mettre à disposition Sangoulé Aboubakar Lamizana, qui était militaire de l'armée française, mais d'origine voltaïque, voyez-vous. Et le général Lamizana le dit dans ses mémoires qu'il a écrit heureusement avant son décès. Il dit qu'il a pleuré, il a coulé des larmes au moment de se séparer des militaires français, parce qu'il était habitué à ces frères d'armes-là, de couleur blanche, si vous voulez, mais c'était la fraternité, la solidarité, l'amitié, je vais dire, des armes qui les unissaient. Donc, le président Maurice Yamego a demandé au général de Gaulle donc, de mettre à sa disposition, donc à la disposition de l'armée voltaïque, Sangoulé Aboubakar Lamizana, qui a donc quitté l'armée française pour l'armée voltaïque, pour justement assurer le transfert du commandement le 1er novembre 1961 entre l'armée française et l'armée voltaïque.
c'est ce qui est célébré aujourd'hui, c'est ce qui est marqué d'une pierre blanche aujourd'hui à travers une traditionnelle cérémonie de prise d'armes, de revue de troupes et de décoration à la place de la nation de Ouagadougou. Mais c'est aussi le lieu de renforcer la fusion armée-nation, l'entente, la solidarité, la cohésion entre l'armée et le reste de la nation, donc entre militaires et civils. Et c'est pourquoi bien souvent les thèmes des fêtes de l'armée tournent autour de la cohésion et de la fusion armée-nation. C'est la même chose encore cette année. C'est l'occasion, les 1er novembre, de décorer les militaires méritants. Nous sommes dans un contexte particulier, celui de la lutte contre le terrorisme, et c'est davantage le lieu de reconnaître le mérite de ceux qui nous permettent de faire des émissions tous les jours sur Savane TV, que ce soit à la télé ou à la radio. Ce sont les militaires qui veillent sur nous. Ce sont les VDP qui le font, ce sont les forces de défense et de sécurité de façon générale qui font en sorte que nous puissions mener nos activités quotidiennes en toute quiétude. Donc il faut trouver le jour pour les célébrer et les honorer, et je crois que c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Soit dit en passant, il y a 2 jours à peine, les VDP en ont fait de même pour un de leurs leaders charismatiques, Lagi Yoro, de son vrai nom Soumaïla Ganame, grand VDP devant l'Éternel, qui a servi dans la région du Nord, comme on le sait, avant de mourir les armes à la main, dans des conditions non encore totalement élucidées. Mais les VDP, dans leur QG du Ouaga 2000, ont consacré désormais leur place d'armes à Lagi Yoro. Donc ils ont une selle là-bas qui rappelle Lagi Yoro, et c'est la même chose pour l'ensemble de l'armée qui mérite d'être célébré ce 1er novembre-là. Donc à chacun de nous, le message c'est de dire, de faire en sorte que nous sachions, nous nous souvenions que les militaires veillent sur nous, ils sont à notre service et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les encourager et les soutenir. Oui. Un autre événement aussi qu'on peut se rappeler, c'est le 1er novembre 2014, parce que le 1er novembre 2014, l'insurrection n'était pas tellement achevée, même si ça a débuté le 30. Oui. Sinon, même on peut dire le 28. Sinon le 21. Ah oui. Sinon le 21. Sinon déjà en 2009, quand le projet ou l'idée a effleuré le CDP de modifier l'article 37 pour éterniser Blaise Compaoré au pouvoir. Mais à partir du 21 octobre, c'est le déclenchement, je vais dire, opérationnel de la désobéissance civile. Parce que quelques semaines avant, des leaders comme Luc Marie Sibriga avaient appelé à la désobéissance civile à travers le Front de résistance citoyenne, le FRC. Mais le 21 octobre, là, c'est la date du Conseil des ministres extraordinaire qui décide de déposer sur la table de l'Assemblée nationale le projet de modification constitutionnelle qui porte sur l'article 37. Et ça a déclenché 10 jours de révolte qui ont abouti à l'insurrection populaire le 31. Donc, si on se situe en 2014, il y a 10 ans, le 1er novembre, aujourd'hui, Blaise Compaoré avait démissionné. Il a démissionné le 31 octobre. Il se trouve que le 1er novembre, on ne savait pas encore qui était chef de l'État après Blaise Compaoré. Voilà. Parce que dès le 30 octobre au soir, le chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabélé Traoré, avait fait une déclaration, proclamation pour prendre le pouvoir, alors que Blaise Compaoré était encore là. Donc, Blaise Compaoré démissionne quelques heures après. C'est comme si Nabélé Traoré est au pouvoir. Et puis le soir du 31, on apprend qu'un jeune du nom de Yacouba Isaac Zida, en son temps lieutenant-colonel, s'est lui aussi proclamé chef de l'État pour gérer une transition qui va déboucher sur des élections. Donc le 1er novembre, il y a 10 ans, on était ballotté entre le pouvoir de Nabélé Honoré Traoré et de Yacouba Isaac Zida. Et le 1er novembre, c'était la fête de l'armée. Il se trouve que Yacouba Isaac Zida, qui était numéro 2 ou numéro 3, c'est selon, du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, était à Bobo Dioulasso pour préparer la fête de l'armée qui devait se faire là-bas le 1er novembre 2014.
ayant appris qu'il y avait des troubles à Ouagadougou, il est revenu et il a constaté la situation, il a géré au niveau opérationnel les troupes du RSP qui étaient sur le terrain pour amener l'ordre. Et puis après, la société civile a demandé à l'ensemble de l'armée de faire en sorte que les pillages, tout ça s'arrête. Et Yacouba Isaac Zida y avait contribué. Finalement, le 1er novembre, l'armée s'est réunie, au lieu de faire sa fête, comme aujourd'hui, l'armée s'est réunie à l'état-major général des armées pour trouver un consensus autour de celui qui va gérer la transition. C'est ça. Donc il fallait faire la paix, la réconciliation et créer l'entente entre Yacouba Isaac Zida et Honoré Nabélé Traoré. Et je me souviens que c'est le général Pierre Normand Zagré, qui n'était pas encore général en son temps, je crois, qui a lu une déclaration à la fin de la réunion. Donc c'était un conclave, un vrai conclave de la haute hiérarchie militaire du Burkina, qui a lu une déclaration et qui a dit que l'armée avait finalement fait le consensus autour du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans pile poil que Yacouba Isaac Zida a été désigné comme président de la transition, chef de l'État pour gérer la période transitoire qui devait précéder les élections présidentielles de 2015. Et puis le 2 novembre, il y a eu d'autres événements. Alors que Yacouba Isaac Zida était déjà reconnu comme chef de l'État, c'était dimanche 2 novembre 2014. Il y a eu Sarah Sérémé d'un côté, général Kwame Lougué de l'autre, bon, pour être proposé comme chef d'État aussi. Et puis ça avait fait 2 morts dans la cour de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Et je pense que c'est cet épisode-là qui a finalement mis fin aux troubles, parce qu'à partir de lundi 3 novembre, les choses étaient revenues dans l'ordre. Et puis Yacouba Isaac Zida travaillait à rencontrer les forces vives de la nation pour voir comment conduire la transition. Je me souviens que le 1er novembre 2014 aussi, donc 10 ans pile poil aujourd'hui, l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, qui était en son temps leader du MPP, avait appelé à remettre de l'ordre à Ouagadougou, à balayer les rues, à débarrasser les voies des carcasses de voitures, de motos et je ne sais quoi, brûlées 2 jours avant. Et les gens s'étaient fortement mobilisés parce qu'on lui reconnaissait encore son leadership d'ancien maire de Ouagadougou. Et tout ça a contribué à apaiser les cœurs et à faire en sorte que le Burkina reprenne vie après Blaise Compaoré qui avait passé 27 ans. Il y en a qui n'imaginaient pas que c'était possible que le Burkina vive après Blaise Compaoré. Ça fait 10 ans, avec des hauts et des bas. On continue notre chemin. C'est ça, 10 ans, oui. Ça passe vite. On termine par des événements culturels et sportifs. Le CIAO et le Tour du Faso qui tirent vers leur fin. Oui, ça prend fin pratiquement ce week-end. Le Tour du Faso dimanche. Les CIAO dimanche aussi, mais les cérémonies officielles qui marquent la fin, par exemple, c'est samedi parce que c'est il y a la nuit des partenaires ce soir et il y a la nuit des mérites, des célébrations des mérites, des meilleurs artisans qui se sont illustrés au CIAO. Donc ce week-end, les grandes fêtes qui marquent la vie sociale, culturelle et sportive du Burkina vont prendre fin. Côté, pour commencer par ça, côté Tour du Faso, bon, le Burkina, à la 7e étape, était toujours à une victoire d'étape. Voilà, on est à la 8e étape aujourd'hui, demain on sera à la 9e et dimanche à la 10e à Ouagadougou. Ce sera un tour bouclé à l'intérieur de la ville. Bon, on est à une victoire d'étape, c'est bien, c'est bon à prendre parce que le Burkina ne doit pas se dire qu'il doit tout le temps organiser le Tour du Faso pour gagner. Moi, je crois que notre plus grand mérite serait de réussir l'organisation, de sécuriser le Tour, de faire en sorte que de nombreux pays viennent, que la compétition soit à la hauteur des attentes avec des performances de haut niveau, qu'on crée la crédibilité et la confiance autour du Tour du Faso. Et je crois que c'est ça qui est notre plus grand mérite.
Ce n'est pas que nos coureurs gagnent tout le temps. Si nos coureurs gagnent tout le temps, bon, ça va être comme si on organisait pour gagner nous-mêmes. Ça va être comme si on manquait du respect à ceux qui venaient à la fête du cyclisme africain et mondial. Donc je crois qu'il y a des moments où on doit gagner, comme on l'a fait avec Paul Daumont l'année passée, mais il y a des moments aussi où on doit savoir perdre et garder la tête haute en nous disant que c'est nous qui organisons. Dans tous les cas, au final, c'est le Burkina qui gagne. Voilà. C'est la première fois c'est la première fois, j'imagine, oui, que les Russes viennent, ou c'est la deuxième fois que les Russes viennent. Ils ont gagné au moins 2 étapes. Et c'est dit jusqu'où ils ont tiré le Tour du Faso plus haut, même si entre-temps, bon, l'Union cycliste internationale a décidé de retirer le Tour du Faso de son calendrier parce que la Russie n'aurait pas dû être invitée en raison de ce qu'on sait, l'invasion de l'Ukraine comme on l'appelle. Voilà, ça c'est le côté Tour du Faso. Peut-être demandant aux uns aux autres dimanche de se mobiliser autant qu'ils peuvent pour que le Tour du Faso se termine bien à Ouagadougou. Et puis pour le CIAO, la fête est déjà belle quand on parle de la mobilisation populaire qu'il y a autour du CIAO, ça dépasse l'entendement. Le ministre du Commerce, oui, pour avoir accès au site, il faut passer des heures entières. Le ministre en charge de l'artisanat, Seï Poda, avait dit qu'ils attendaient au niveau du comité d'organisation entre 350 000 et 400 000 artisans, exposants et visiteurs. Je crois qu'on va dépasser ce chiffre-là, surtout avec les jours fériés et non travaillés qui s'enchaînent. C'est difficile d'avoir accès au site, mais les gens sont patients. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour avoir accès au site. C'est encore le lieu de célébrer ceux qui ont eu cette idée, en particulier le président Thomas Sankara, dont on dit que à l'origine, quand il émettait l'idée, les gens n'étaient pas convaincus que ça donnerait quelque chose. Pratiquement 40 ans après, on voit qu'il aurait fallu penser à une telle initiative qui célèbre l'artisanat et nos artisans et qui donne la preuve supplémentaire que le Burkina, c'est un pays où tout le monde peut venir et repartir, où tout le monde peut venir partager ses expériences, en prendre aussi auprès des Burkinabés, où tout le monde peut travailler à être plus heureux. Merci bien, Merci beaucoup. Alors, profitez de ce week-end pour notamment assister aux clôtures de ces 2 événements. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps et on retrouve notre invité juste après. Nous sommes à présent avec coach Aminata Ouattara, coach formatrice conférencière, certifiée Maxwell Leadership, certifiée en ingénierie de la formation et des outils d'analyse DISC. Elle nous dira de quoi il s'agit, tout ça. Et je rappelle que vous êtes ivoirienne. Et pour organiser une conférence, ça fait la 2e fois que vous organisez une conférence au Burkina. Mais ce n'est pas la 2e fois que vous venez au Burkina. Non. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Super. Alors, comme je le disais, ça fait la 2e fois que vous venez au Burkina pour une conférence. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Parce que l'année passée, vous étiez là pour une conférence et cette année, vous rebellotez. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais juste reprendre quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit elle est ivoirienne. Je suis ivoirienne et burkinabé. Ah d'accord, ivoirienne, burkina. Donc j'ai de la famille ici aussi. Ma mère est ici. D'accord. Et donc pour moi, toutes les occasions, toutes les fois où je viens pour voir ma famille, c'est aussi l'occasion pour moi d'apporter de la valeur à toutes ces talentueuses-là, comme je les appelle, ces dames-là qui me suivent, parce que j'ai énormément de personnes qui me suivent depuis le Burkina. Oui. Et donc je me dis, je ne peux pas venir au Burkina séjourner ici sans organiser un événement qui permettrait aussi de pouvoir les rassembler, de leur apporter de la valeur avant de repartir. Bien sûr, c'est important. Surtout que vous êtes dans l'émancipation de la femme, à la recherche de la valeur ajoutée à ces femmes-là. Je rappelle que vous aviez un boulot stable, hein, vous étiez cadre de banque, C'est ça. Vous avez fait ressources humaines. C'est ça. Et un jour vous dites, bon, je laisse tomber tout ça et j'entreprends dans le coaching. Et vous partez à la formation pour devenir coach. On va dire que c'est risqué, non? Très.
très risqué, c'est inconfortable parce que, comme tu l'as dit, hein, tu as un boulot qui est super bien payé avec de nombreux avantages, qui est confortable et tu décides de tout laisser tomber pour prendre des risques, pour te retrouver dans l'inconfort, donc c'est risqué. En même temps, il y a des choses, il y a des situations qu'on vit, il y a des épreuves que l'on vit qui sont censées nous ramener vers notre vraie voie. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Le coaching s'est imposé à moi à un moment donné dans ma vie. Et j'ai mon premier fils aujourd'hui, il a 10 ans, qui a été déclaré autiste à l'époque. Et ça a été un moment difficile. Difficile, douloureux. Je suis passée par une phase de dépression parce que j'étais dans le déni. J'avais du mal à accepter cette situation-là. Et c'est le coaching qui m'a aidé aujourd'hui à faire face, à accepter, à sortir de ma zone de confort. Et après, je me dis, si le coaching a pu me transformer, à m'emmener à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort, il faut que je puisse aider d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, je disais vos certifications tout à l'heure. Vous êtes conférencière certifiée Maxwell Leadership, certifiée en ingénierie de la formation et aux outils d'analyse DISC. Quand on dit ces titres-là, ça signifie quoi? Alors, ces différentes certifications qui permettent d'exercer en ayant les outils, en étant outillé, en ayant les capacités en fait de pouvoir exercer dans un cadre légal. Le coaching, autant il est puissant, il peut transformer, impacter positivement la vie d'une personne. S'il n'est pas bien fait, il peut détruire la vie de la personne également. Et donc, on ne peut pas se lever comme ça pour dire je suis coach. Il faut pouvoir se former, avoir les certifications et exercer de manière, on va dire, correcte, de manière professionnelle. Oui. Même si ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes ou certains coachs, pour reprendre l'expression de votre consoeur artiste qui dit Kocha, je parle de Sarah Lise, qui chante souvent Kocha. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes aussi qui ne partent pas forcément à la formation, qui s'auto-proclament coach sans forcément avoir des certifications. Est-ce que pour se faire coacher par un coach, il faut vérifier ses bagages, en fait, ses certifications, selon vous? C'est important. C'est important de savoir à qui, parce que se faire coacher, c'est comme si tu donnais en fait le pouvoir à cette personne-là de t'orienter, de te guider. Et tu ne peux pas donner ta vie, donner le pouvoir à quiconque ou bien à n'importe quelle personne de le faire. Il faut pouvoir aller faire des recherches sur cette personne, savoir qui elle est, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle a pu, quel est l'impact réel qu'elle apporte et quel est son background. Ça, c'est important. Quelqu'un qui n'est pas outillé, à qui tu confies ta vie, mais ne sois pas étonné que les choses n'aillent pas dans le sens que toi tu voudrais en fait. Donc ça, c'est super important pour moi de savoir à qui je confie ma vie, que je prenne le temps de faire des recherches sur cette personne-là, savoir qui elle est, quel est son parcours, comment elle a fait pour être là où elle est. Voilà, même hier, je disais à coach Priska, qui intervient sur la conférence, je dis, mais je ne sais pas en fait comment les personnes qui se lèvent pour dire je lance mon activité de coaching, comment ils le font? Parce que 99% des coachs avec lesquels moi j'ai eu l'occasion d'échanger, le coaching s'est imposé à eux. Ils ne se sont pas levés un matin pour dire je veux être coach. Non, ça s'est imposé à eux. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vécu une situation qui les a ramenés au coaching. Et donc, une manière de dire qu'ils se sont retrouvés dans leur mission de vie, en fait. Tu vois? Et donc, quelqu'un qui s'est dit, bon, moi, j'ai lancé mon activité de coaching. Je me dis, comment Il a trouvé l'inspiration où il est parti. L'inspiration, oui. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, aujourd'hui, quand on parle de coaching, on entend coach en développement personnel, coach de vie, coach de ceci ou de cela. Vous, votre spécialité, c'est quoi? Alors, moi, je fais un peu de tout. D'accord. Pourquoi? Parce que, on va dire que c'est beaucoup plus du coaching holistique. Holistique, pourquoi? Parce qu'une personne peut me contacter pour dire Aminata, moi je veux que tu m'accompagnes sur
mon plan de carrière, à développer mon plan de carrière, à me développer professionnellement. Et ce qui se passe dans l'approche qu'on a, on ne va pas tout de suite rentrer, aller chercher, non, on met en place un plan d'action, qu'est-ce que tu dois faire et tout pour développer ta carrière. Non, il y a d'autres aspects de ta vie qui ne peuvent pas être détachés, qui sont interliés. Tu peux avoir un challenge ou un défi au niveau de ta vie personnelle qui pourrait avoir un impact direct sur ta carrière. Et si ça, on n'est pas allé chercher, si on n'en parle pas, qu'on se focalise uniquement sur carrière, on risque de rater quelque chose. Donc, on va aller travailler sur tous les domaines de ta vie personnelle, émotionnelle. Tout ça, c'est pris en compte parce que c'est interconnecté. Donc, c'est beaucoup plus du coaching holistique qui va travailler sur tous les domaines de la vie de la personne. Ok. Alors, vous êtes écrivaine aussi. Vous avez. Est-ce qu'on peut revenir sur vos parutions? Alors, j'en ai combien aujourd'hui? 5 ou 6. Ah oui. 5 ou 6. Et le premier qui a justement ouvert déclenché tout ça, c'est toujours lié à mon fils. Et comme je le dis, parfois on vit des histoires qui sont nos histoires, qui ont créé le déclic dans notre vie. Et c'est comme ça. Ça a été le premier ouvrage que j'ai créé. J'ai écrit La chance d'avoir un enfant autiste. Donc, je partage mon expérience de maman, comment je l'ai vécu, comment j'ai réussi à accepter cette situation et comment ça m'a transformé moi-même cette situation-là. C'était le tout premier. Après, il y a eu le guide Belle. Donc, Belle, c'est un ouvrage, en fait. Belle, c'est un acronyme. Donc, brillante, élégante, libre, leader et épanouie. Ah oui. Donc, il y a différentes thématiques qui sont abordées dans ce livre-là qui permet justement à toutes ces femmes-là d'aller chercher des éléments de motivation pour sortir de la zone de confort, pour déceler leurs talents, pour déceler tout ce qui pourrait les intéresser pour être cette femme justement qu'elles sont appelées à être. Ça, c'est le guide Belle. Et après, il y a eu le journal de succès. Le journal de succès, c'est un planificateur de vie. Donc, on va travailler. Chaque année, il y a une édition. Pour l'édition 2025, on en aura lors de la conférence, qui permet à la personne de pouvoir travailler sur sa vision de l'année à venir. Quelle est l'orientation que je souhaite donner à mon année? Comment je vais la vivre cette année-là? Et après, on va travailler sur ses objectifs, travailler pas n'importe comment, mais de manière inspirante. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Beaucoup de personnes se fixent des objectifs aujourd'hui, comme X, Y, Z l'a fait, je le fais aussi, alors que on a tous des personnalités différentes. Je suis unique, tu es unique. Autant de personnes, nous sommes tous uniques. Donc, il faut pouvoir se fixer des objectifs en tenant compte de qui on est, de son identité, de ses valeurs, de ce qui est important pour moi, de mes forces, de mes points d'amélioration et tout. Et après, la personne est amenée à définir un plan d'action qui pourrait l'aider à concrétiser ces objectifs-là, avec des clés, des outils à l'intérieur pour travailler sur son autodiscipline, sa manière de gérer son temps et tout ça. Et après, on a un jeu de cartes, le pouvoir de la confiance en soi, qui apprend à travailler justement sur son estime et sa confiance en soi de manière ludique. Donc, sur ces cartes-là, vous aurez des défis quotidiens à réaliser pour travailler sur son estime personnelle et sa confiance en soi. Et il y a un tout dernier qui est sorti, l'art de l'estime de soi. Là, mes talentueux du Burkina ont l'occasion de l'avoir en priorité. Il n'est pas encore sorti officiellement, mais chaque talentueuse qui sera à la conférence aura son exemplaire dédicacé. Voilà. Ah oui, c'est super. Ça veut dire que vous êtes venu avec quelques de vos livres. Oui. Quelques livres. Oui. Alors, on parle maintenant de la conférence à venir, parce que vous êtes là pour la deuxième fois pour cette conférence-là. Donc, et le thème de la conférence, c'est comment libérer ta puissance féminine et atteindre tes objectifs. Exactement. Nous sommes à 2 mois de l'année 2025. C'est l'occasion de pouvoir revenir vers soi pour se poser les bonnes questions.
2024 tire à sa fin, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, quelles sont les leçons que je tire de comment j'ai vécu cette année-là et comment j'aborde 2025 avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de puissance et tout. Donc ça sera ces différentes thématiques-là. On aura un atelier sur la vision, on va travailler, on va jouer aussi, on va découper. Et je dis, il faut venir avec son âme d'enfant parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et après, on aura aussi l'atelier sur l'estime et la confiance de soi. C'est un peu le programme. Et ça va de quelle heure à quelle heure cette conférence? On démarre à 8h30. Okay. On finira autour de 15h, 15h30. Et indépendamment de l'énergie de mes talentueuses, parfois on peut aller au-delà. Donc ça dépend sur place de ce qui va se passer. Ouais. Et quelles sont les conditions pour cette conférence? Alors, la seule condition, c'est de s'inscrire, tout simplement. Et pour l'inscription, justement, on a deux formules. On a la formule standard qui coûte 30 000 francs, qui vous donne droit à votre pack de bienvenue à l'intérieur. Vous avez votre sac talentueux, vous avez votre livre, vous avez votre pins, je suis belle et talentueuse, vous avez votre stylo, vous avez votre bloc-notes, tout ça. Et on va déjeuner ensemble aussi à midi. Et puis, on a la formule VIP qui coûte 45 000 francs, qui donne droit également, en plus de tout ce qui est dans le pack standard, à un livre que j'ai omis de citer justement, les 52 règles d'or que toute femme qui désire être épanouie devrait savoir. Ça également, c'est un autre de mes ouvrages, j'ai oublié de les citer tout à l'heure. Et celles qui prennent la formule VIP, elles vont avoir droit aussi à ce livre. Voilà, à ce livre-là. Ok. Alors, donc, une conférence qui va durer pratiquement toute la journée, parce que 8h30, 15h30, 16h. C'est intense. Et qui sont les autres conférenciers ou conférencières qui vous accompagnent pour cette activité? Alors, on a la coach Isis et la coach Priska qui sont des sœurs pour moi. Ce sont des femmes formidables que j'ai eu l'opportunité de rencontrer et depuis on est connectés. Et voilà, toutes les fois où je viens ici, je me vois en fait avec elles en train de m'accompagner parce que ce sont des grandes sœurs. Ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Et avec elles, en fait, et on aura d'autres coachs, on aura comme des coachs comme Fatim, des coachs comme Awa qui viennent toujours en renfort. Et ça fait de ces journées-là des journées extraordinaires, des journées de transformation. Parlons maintenant revenons sur le thème, comment libérer ta puissance féminine et atteindre tes objectifs. Comment vous comptez transformer en fait ces femmes-là lors de cette conférence? Si vous devriez expliquer en fait l'objectif recherché à la fin de cette journée de demain. D'accord. Alors l'objectif pour moi, vous savez, une journée, c'est peu pour apporter la transformation réelle et profonde dans la vie d'une personne. Mais une journée, c'est suffisant pour créer le déclic dans la vie d'une personne, pour donner envie à la personne de poursuivre sa transformation. Et justement, cette journée-là va permettre de créer ces déclics-là. De créer ce désir, de donner cette envie, cette force, cette volonté à toutes les dames qui viennent là de dire je ne veux pas m'arrêter là. Parce qu'elles auront l'occasion de participer, d'assister à un panel avec certaines de mes talentueuses qui ont participé à des programmes d'accompagnement, qui vont partager leur expérience, qui vont partager la transformation qu'elles vivent jusqu'à aujourd'hui pour les inspirer. Pour dire que quand on se donne les moyens, on investit en soi, on ne peut que révéler cette puissance féminine qui est en nous et on a juste envie d'aller décrocher les étoiles. Ok, donc voici le message de coach Aminata Ouattara. L'activité va se passer où? Au Pacific Hotel. Ok. Pacific Hotel, à partir de... Nous, on sera là sur place à partir de 7h pour commencer à recevoir les premières arrivées. 8h, distribution des kits de bienvenue. 8h30, on démarre les activités. On va apprendre, on va jouer, on va connecter, on va se faire coacher et on sera tout simplement transformé. Bien sûr. Vous avez parlé de transformation, ça me renvoie à cette question. Parce qu'aujourd'hui, on a justement, comme je le disais, assez de coachs qui poussent à gauche, à droite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a certains coachs qui se sont formés comme vous,
qui ont en fait les certifications nécessaires pour enseigner et pour transformer des vies. C'est comme ça que vous le dites. Est-ce que vous pensez qu'avec cette floraison de coach ou le coaching qui se développe de jour en jour, il y a de l'impact sur la vie des Africains surtout, et particulièrement des femmes, parce que vous êtes plus focus femmes? Oui, il y a de l'impact. Il y a de l'impact. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de coachs, il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec toi. En même temps, il y a aussi pas mal de challenges qu'on a. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots. Le nombre de coachs aujourd'hui ne peut pas couvrir tous les mots que nous avons aujourd'hui dans notre société. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, tout le monde ne croit pas au coaching. Beaucoup de personnes ne croient pas au coaching. Ça, c'est un fait. On ne peut pas coacher tout le monde. Parce que ça part d'une volonté personnelle de la personne de se faire accompagner. C'est ça la différence. On ne peut pas obliger une personne à se faire accompagner. On ne peut pas obliger une personne, on ne peut pas aider une personne qui n'a pas envie de se faire aider. Donc ça, c'est important. J'ai envie de me faire coacher, j'ai envie de vivre une réelle transformation, j'ai envie d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me tient par la main, qui me montre le processus, le chemin, pour que je puisse être transformée. Ça, c'est une volonté personnelle. Cette floraison de coach-là, je pense que si les personnes qui ne sont pas encore formées pouvaient se donner le moyen de se former pour pouvoir exercer dans un cadre légal, pour avoir les outils de le faire, ça sera juste extraordinaire parce que l'impact sera beaucoup plus grand. On aura des personnes qui seront transformées. Parce que l'Afrique a besoin de coaching aujourd'hui. L'Afrique a besoin de coaching parce qu'on est tellement focus sur le divertissement aujourd'hui. Tout ce qui est divertissement qui nous détourne de ce qui est important. Et donc, la présence des coachs aujourd'hui est nécessaire pour accompagner notre jeunesse, pour accompagner les femmes à se révéler davantage et notre société irait mieux. Ce qui est bien, c'est qu'en venant à une conférence, le déclic peut partir de là, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Oui. Et puis on décide de changer sa vie et de se faire suivre. C'est ça. À partir d'une conférence, on peut prendre la décision. Ce serait bien pour que les femmes puissent mieux se développer, mieux changer leur vie, parce que ça serait formidable. Oui, incroyable. Des femmes qui se lèvent, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui se donnent les moyens sans dire je vais en parler à un tel ou un tel, parce que c'est ça avec les femmes. Non, je vais en parler à un tel. Ah non, je vais demander l'avis. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre une décision pour nous, de ce qui est important pour nous. Et quand on arrive à le faire, à se dire, ah tiens, ça c'est important pour moi, j'aimerais pouvoir me donner les moyens de pouvoir concrétiser ça. Franchement, c'est une puissance. Merci beaucoup. Alors, coach Aminata Ouattara, on a fini notre temps. On vous permet de dire un mot de fin aux téléspectateurs et téléspectatrices concernant votre conférence de demain. C'est déjà demain? Oui, c'est déjà demain. Samedi 2 novembre à partir de 8h au Pacific Hotel. Je serai avec la coach Priska et la coach Isis. Venez vous faire coacher, venez découvrir le coaching d'une autre façon. Peut-être que vous avez déjà vu le coaching, vous avez déjà expérimenté le coaching, mais venez également expérimenter le coaching avec nous, où on va jouer, on va apprendre, on va se faire coacher, on sera transformé, on va partager des expériences et on va connecter avec d'autres femmes. Vous allez entendre l'histoire de certaines femmes qui se sont fait coacher et qui sont en train de vivre une réelle transformation. Alors, pourquoi pas vous? On vous y attend, venez nombreux et vous serez transformés, c'est certain. Ok, pour avoir les tickets, c'est sur place ou on appelle, on réserve? Alors, pour avoir les tickets, vous pouvez aller sur la page de Coach Isis, Coach Priska Soré, Coach Aminata Ouattara Coaching. Tapez juste sur les réseaux sociaux. Comment libérer sa puissance féminine ou bien conférence talentueuse Tour au Burkina. Vous allez avoir toutes les informations. Ou bien vous pouvez m'écrire sur WhatsApp plus 225 07 09 11 90 13 et je vais vous répondre. Je serai très heureuse de vous avoir avec moi demain. Je rappelle que les conditions, vous avez dit, c'est 30 000 30 000 et 45 000 45 000.
Merci beaucoup, coach, d'être passé. On sera là demain pour vivre la transformation ensemble. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va intéresser tout le monde, la sécurité de nos enfants sur le chemin de l'école. Nous en parlons avec Monsieur Nema Palinfo. Il est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, je rappelle que Victoire Auto-École, c'est notre partenaire de tous les vendredis pour cette chronique sécurité routière. La sécurité des enfants sur le chemin de l'école, c'est important. Alors déjà, Monsieur Palinfo, quelle doit être la contribution de tout un chacun en tant que parent en circulation pour aider les acteurs aussi qui œuvrent pour la sécurité des enfants à traverser? Parce qu'aujourd'hui, on a des agents souvent qui aident les enfants à traverser, même s'il n'y a pas d'argent. Comment chacun de nous doit contribuer? D'accord. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à l'émission. Bonjour à l'émission du moins. Bonjour le Faso. Bonjour le Faso. Voilà. Et surtout à la rubrique sur la sécurité routière. C'est ça. Voilà. Merci bien. Et bien le bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, on va encore développer. Vous voyez que le thème là, c'est un thème d'actualité en réalité. Donc, l'école a repris, d'accord, les cours ont repris, donc les enfants sont sur la route. Donc, chaque matin, nous voyons que ça grouille de monde, surtout les petits-enfants. Donc, beaucoup se déplacent à pied, d'autres aussi à vélo. Il y en a aussi qui sont déposés par les parents en voiture. Et d'autres empruntent surtout les bus scolaires, là, d'accord. Donc, à tous les niveaux, nous devons aider, participer, contribuer à aider, d'accord, les acteurs là, qui œuvrent donc, pour la bonne marche de tout ce processus-là, pour aider à la sécurité des enfants sur la route. Alors, comment est-ce que nous pouvons contribuer en cela? Il faut commencer déjà par respecter le code de la route. Hein, vous voyez, c'est ça. Alors, il y a des indicateurs tels que les panneaux, les feux tricolores, il y a les agents et il y a les passages piétons là. D'accord? Quand je parle des panneaux là, je parle des panneaux qui parlent surtout de les endroits fréquentés par les enfants. Je ne sais pas si on va regarder tout ça. Voilà, vous voyez ça? Donc, endroits fréquentés par les enfants. Donc, attention. Donc, il y a ça. On peut aussi aller avec les bandes piétonnes, les marquages au sol là. Donc, il y a ça. Donc, tous ces panneaux aussi, ça... Voilà, vous voyez, ça, c'est des bandes piétonnes pour faciliter la traversée de la chaussée aux piétons. On peut avoir aussi par moment les feux tricolores. Il y a les panneaux de stop et tout. Et aussi les agents. Donc, par moment, il y a des agents qui sont postés à certaines intersections-là où le trafic est beaucoup dense. Et que vous comprenez. Donc, ce sont tous là, comme je le disais là, des indicateurs qui doivent nous interpeller, attirer notre attention là, dans la circulation quant à céder le passage aux enfants. Donc, si vous respectez cela déjà, vous avez contribué largement. Alors, un autre point, c'est quoi? Par exemple, pour les choses, comme on appelle, lorsqu'en circulation, vous êtes en tête, d'accord, en tête du trafic, ça veut dire que c'est vous êtes devant et que les autres suivent là. Si vous arrivez, par exemple, à des axes où vous avez les enfants qui essaient de traverser la chaussée, mais que c'est difficile parce que par moment, le trafic est beaucoup dense, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut prendre l'initiative de faire quoi? D'immobiliser votre véhicule, marquer un arrêt pour obliger tous ceux qui vous suivent là à s'arrêter, pour faciliter le passage des enfants. Au besoin, vous pouvez descendre même pour faire quoi? Aller prendre les enfants là par la main, d'accord, et les faire traverser. Cela aussi incombe aux agents de force publique là, lorsqu'ils sont postés effectivement à certaines intersections là, pour aider par rapport au passage des enfants. Donc, l'autre point maintenant qu'on va ajouter, c'est quoi? Alors, donc, pour les parents qui déposent les enfants là, alors, il faut vous assurer que l'enfant déjà a pris sa ceinture de sécurité. Hein? Deuxièmement, il faut éviter les amusements dans la voiture là. On voit souvent certains parents qui jouent avec les enfants. Dedans, c'est bruyant, les enfants sautent par-ci, par-là. Maintenant, ils tapotent même les parents là. Alors que celui qui conduit là, s'il se comporte de cette façon, d'autres même chantent avec les enfants. Hein. Comme ça peut les distraire à un moment donné et qu'il peut franchir, par exemple, un feu tricolore rouge sans se rendre compte. Il peut franchir des bandes piétonnes sans prendre garde. D'accord? Donc, tout ça là, c'est des comportements à éviter. Maintenant, pour ceux, par exemple, qui prennent les transports en commun aussi, il faut que à ce niveau aussi, les conducteurs, là, c'est eux qui sont responsables aussi de la sécurité des enfants. Ils doivent avoir aussi de l'assistance à l'intérieur du bus, là, d'accord? Donc, pour s'assurer que les enfants soient sages, qu'ils aient pris leur ceinture de sécurité. Maintenant, une fois à destination, il ne faut pas laisser les enfants descendre comme ça
et essayer de traverser pour aller rejoindre la cour de l'école. Il faut que les éducateurs là, qui viennent, ils approchent l'autobus, d'accord, et maintenant vous libérez maintenant comment on appelle, l'ouverture. Les enfants vont descendre pour qu'ils les escortent pour traverser. Surtout quand souvent on voit qu'il y a des établissements qui sont positionnés de l'autre côté de la chaussée. Donc si vous abandonnez les enfants comme ça et qu'ils doivent courir pour traverser là, donc ils courent un grave danger en réalité. C'est la même chose aussi à les parents aussi qui partent souvent déposer les enfants. Tu vas voir qu'ils vont arriver devant l'établissement. Ils sont en communication. L'enfant me descendu de fermer la portière là. À deux départ, lui il est en communication seulement. Il ne sait pas. Alors qu'il y a d'autres parents qui viennent pour déposer les enfants. Il y a les risques aussi qu'on les fauche. Oui. D'accord. Donc c'est des comportements aussi à éviter. Voilà comment on peut ensemble là donc contribuer pour la bonne marche et pour la sécurité de nos enfants dans les rues. Et il faut être vraiment prudent avec les enfants. Moi, souvent, je vois les parents. On a la possibilité aujourd'hui de condamner les portières arrière où les enfants sont habituellement. Donc, au moins, si vous condamnez, voilà. Une fois arrivé, une fois que vous n'avez pas de condamné, il ne peut pas sortir. Descendre. Souvent, même on voit, même, ils laissent les enfants s'amuser à descendre même les vitres là, en train de regarder dehors et tout. Ça, c'est alors vraiment pour ça, on a la possibilité de condamner en tant que chauffeur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dit, c'est une fuite de responsabilité. Donc, on va interpeller les parents aussi en cela. D'accord. Alors, Monsieur Palemfo, est-ce qu'il y a justement des comportements à éviter en tant que conducteur qui peut exposer en fait nos enfants en circulation? Ok, oui, ça, il y en a tellement. Bon, voilà. Déjà, allons sur le plan de la vitesse. La vitesse là. Une fois, par exemple, que moi, je vois une signalisation, un indicateur, d'accord, qui me renseigne sur la présence des enfants, notamment ce qu'on a passé tout à l'heure, là, on a passé les panneaux, là, d'accord, les panneaux qui signalent où c'est destiné les enfants, qui signalent la présence des enfants. Donc, à proximité, ça peut être, voilà, c'est le panneau qui est là, ça peut être à la proximité des écoles ou bien les terrains de jeu pour enfants. Une fois que moi, je vois un truc comme ça, automatiquement, je dois commencer par réduire ma vitesse, être vigilant, et puis beaucoup là, la prudence. Parce que les enfants peuvent déboucher de nulle part. Même si je ne vois pas un enfant à l'horizon, déjà je dois prendre mes précautions. Deuxièmement, alors, pour ceux par exemple qui approchent les établissements et que par exemple, ils peuvent voir les indicateurs comme ça, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils peuvent voir même les enfants à proximité en train de venir pour traverser par exemple la chaussée, mais ils font des mauvaises estimations. Ils se disent que ils sont encore loin. Attends, je vais faire vite pour quitter ici. Avant qu'ils viennent traverser, ils vont me ralentir la course. Vous commencez par accélérer, alors que l'enfant, il est tellement... Il peut courir. Il naïf, oui, c'est ça. Il peut courir pour venir traverser. Donc c'est ça, il faut éviter. Il faut ralentir, être prudent et être préparé. Donc l'autre aspect aussi là. Donc il faut avoir un comportement responsable. Donc une fois qu'il y a la présence des enfants là, il faut les prioriser. D'accord? Bon, parce que si ce n'est pas le cas, et que vous arrivez, par exemple, vous les voyez en train de vouloir traverser et que vous klaxonnez. Une fois que vous klaxonnez comme ça, là, vous allez les embrouiller. Il peut être engagé à vouloir traverser, vous klaxonnez, maintenant il panique. En temps, il veut courir, aller et revenir en arrière. Vous-même, ça va vous fatiguer dans la manœuvre là, et que vous pouvez facilement le renverser. Donc voilà, grosso modo, les comportements qu'il faut éviter donc, pour protéger nos enfants dans les rues. Et tant qu'on peut, il faut parler avec eux. Il y a certains qui sont très réceptifs. Oui. Par exemple, moi je parle, si vous lui dites à tout moment, ne traverse pas la voie seule, ou en traversant la voie, ne court pas. En tout cas, il faut parler aux enfants. Sans moi, je fais l'exercice avec mon fils. Je sais, bon, il fait la moyenne section. D'accord. Lui, par exemple, moi je lui ai dit, tu ne sors pas de la maison sans informer quelqu'un. C'est ça. Donc, une fois je suis venue, il est sorti, j'ai demandé il était où. On a dit qu'il était... Bon, il n'a pas dit en fait où il était, mais il était chez un ami à côté. Quand je l'ai fait venir, je l'ai fait réciter ce que je lui ai dit. J'ai même une vidéo de ça qui me fait rire. Il a dit, tu as dit que si je dois sortir, de dire à quelqu'un. De dire à qui d'abord? Papa, si papa n'est pas là, je dis à toi. Si toi tu n'es pas là, je dis à papi. Si papi n'est pas là, je dis à mamie. Si mamie n'est pas là, je dis à la fille de ménage. Si elle n'est pas là, je dis si personne n'est là, je m'assois. Quand quelqu'un va venir, je vais dire avant de sortir. Et il m'a récité ça. J'ai ri après, mais je me suis dit, j'étais contente. Je dis, ouais, ça veut dire que la leçon est passée. Donc, on peut parler à nos enfants. Ils comprennent, hein. À un certain âge là, ils retiennent vite. Effectivement, c'est les bonnes manières à inculquer dès le bas âge comme ça. Ils grandissent avec ça, d'accord. Et que après maintenant ça reste dans la tête. Et en ce moment vous aurez déjà gagné un. Donc à partir de lui aussi là, il peut être aussi un vecteur aussi pour passer le message à d'autres. Vous voyez un peu. Donc on va cultiver ces bonnes manières là comme ça.
Et s'il vous plaît, vous l'avez dit, M. Palenfo, quand une personne est engagée, la personne peut décider, au vu d'un passager qui veut traverser, ou surtout des enfants, de ralentir. Voilà. C'est ceux qui sont derrière, là, le problème. Surtout ceux qui sont à moto, là. Le véhicule s'arrête pour que... Moi, j'ai toujours eu ce problème-là. Tu peux voir une voiture qui s'arrête pour que vous puissiez traverser. Mais là, les gens à moto, là, eux, ils vont venir passer sur le côté. Et si tu ne fais pas attention, on va te ramasser. Voilà, ce côté-là, je vais soulever ça. En fait, c'est parce que nous sommes dans un pays où les engins à 2 roues là, dominent. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun peut prendre sa mobilette et puis commence à rouler comme ça, sans chercher à en savoir même sur les béabas du code de la route. Quand on va voir quelqu'un à l'auto-école, là, c'est qu'il a un projet d'avoir une voiture ou bien il l'a déjà et il vient maintenant pour faire le permis. Le permis, là, ce n'est pas seulement le truc là qu'on appelle la carte, là, mais on commence déjà même par le code de la route. Pourquoi sinon, normalement, le code d'abord? Voilà, sinon, normalement, tu dois lui demander, voir quelqu'un qui est devant moi, en temps, il s'arrête brusquement comme ça. C'est qu'il y a un obstacle devant. Est-ce que tu vois? Mais ils n'ont pas les bons réflexes comme ça. Là. Tu vas voir, paf, ils passent pas de côté maintenant. Et en voulant faire du bien à celui qui traverse là, vous l'avez exposé en réalité. Effectivement, moi aussi, j'ai rencontré ces cas comme ça où il y en a qui se sont fait renverser facilement comme ça. Voilà. Oh. Bon, ok. Le mot de fin, et on va parler aussi un peu de Victoire Auto-École, notre partenaire. Vous avez vos agences ici, vous proposez les permis de conduire. Oui. Alors, donc, comme j'ai déjà abordé le cas même du code, l'apprentissage même du code là, voilà, c'est ça. Donc, on va exhorter tout le monde, d'accord? Ne pensez pas que c'est parce que je n'ai pas de voiture d'abord là, que je vais pas, il n'est pas nécessaire de faire le permis. Comme j'ai dit là, le permis là, c'est beaucoup d'éléments réunis, donc y compris l'apprentissage du code de la route, d'accord? De grâce, faites un tour là. Une auto-école, c'est ça qu'on est là. Si vous voyez qu'on talonne toujours avec des émissions de ce genre comme ça là pour sensibiliser et tout ça là. Donc, soyez consciencieux, les parents là, d'accord? Voilà. Faites un tour à Victoire Auto-École. Donc, vous suivez les cours à la fin. Vous avez votre permis de conduire. Même si vous n'avez pas encore la voiture, mais au moins sur la route là, vous savez quelle attitude tenir. Mais qui sait? Peut-être que vous avez fini de vous former là, que tout de suite là, Dieu a ouvert les portes et que la voiture est arrivée. D'accord, sinon il faut forcer aussi, il faut provoquer la chance et les bonnes occasions. Vous êtes assis. On a vu souvent même, il y a des gens que j'ai eu à former, des vieilles qui sont venues vraiment à très avancées, même souvent même des difficultés à marcher. Mais elles disent que bon, leur enfant est allé aux États-Unis et après, donc, lui a envoyé voiture. Bon, depuis toute sa vie, elle n'a jamais fait le permis. Donc, elles viennent, c'est souvent difficile même pour elles-mêmes d'assimiler les cours là. Tu dis tout de suite, elle a oublié. Tu vois, c'est un peu difficile. Donc, vous voyez, non. Donc, on est présent à Ouagadougou. D'accord. Nos agences, le siège se trouve à Somgandé. D'accord. Donc, en quittant l'hôtel Slimandé pour aller vers Kosodo là. Voilà. Donc, après, le commissariat de police de Nongremasson là, on est à quelque part après la station Total à gauche. D'accord, nous sommes aussi présents à Cambouin. Attention, ne citez plus les stations et puis les d'accord, j'ai fait la publicité gratuite. Citez seulement Victoire Auto-École. D'accord, donc je vois. Merci. Donc après le commissariat de Nongremasson. Voilà, donc nous sommes à gauche, qui part à gauche là-bas, c'est notre siège. Encore, nous sommes à Cambouin, nous sommes à Kosoguin, nous sommes à Tampui et nous sommes à Kilouin. Ça, c'est pour ce qui est des agences de Ouagadougou. Donc hors de Ouagadougou, si nous sommes présents à Bobo Dioulasso. D'accord. Sinon, c'est ce que je vous dis là. Bon, bientôt les fêtes arrivent, donc vous allez avoir un temps relâche. Il y en a qui vont prendre les petits congés, il y a les enfants qui vont aller aussi pour les congés. Gourier, venir faire les inscrire. Les inscrire, c'est très, très, très capital. D'accord. Vous verrez que après avoir suivi des cours comme ça, le comportement même de l'individu en circulation change. Et de cette façon-là, vous aurez contribué largement, effectivement, à aider les acteurs là, qui œuvrent dans le domaine de la sécurité routière. C'est ce que j'avais à dire. On affiche une dernière image de Victoire Auto-École, puisqu'il y a vos contacts en bas de chaque image. Là. Comme ça, on va voir là. Voilà, 70, 65, 15 et 70. C'est ça. Merci beaucoup, M. Palenfo. C'est moi qui vous remercie. Passez le bonjour à tous ceux qui sont à Victoire Auto-École et surtout aussi au PDG, M. Dipama. Merci bien. Bonne journée à vous. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci. En attendant, nous poursuivons sur ce plateau. On raccompagne d'abord M. Palenfo et on se retrouve juste après. Bien installé sur ce plateau, Honoré Onadja. Bonjour, Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos téléspectatrices. Aujourd'hui étant 1er novembre, nous souhaitons un bon mois de novembre en tout cas à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et par la même occasion, souhaitons un bon Juma Moubarak à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans. Qu'Allah exauce nos vœux et qu'il nous permette tout un chacun de nous de travailler pour le retour de la paix ici au Burkina Faso. Amin. On débute les rendez-vous du week-end avec un événement. Et donc c'est la 6e édition du festival Poulakou.
Tout à fait, hein, voilà un festival qui a décidé voilà, de promouvoir cette culture qui n'est toute que la culture Peul. Alors c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes organisent aussi des festivals qui permettent de mettre à la lumière certaines cultures, mais également ce festival est à sa 6e édition, une édition déjà qui commence ce soir qui va permettre à des artistes pas des moindres de se produire. Et ce qu'il faut noter, c'est que voilà, au début c'était un festival qui se faisait être national, mais au fil du temps, ce festival-là s'est étendu à l'international, puisque désormais on fait venir des artistes un peu de l'international pour accompagner ce festival. Et pour cette 6e édition qui débute ce soir et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 3, des artistes pas des moindres ont décidé d'accompagner. Parmi eux, on peut citer Mr. Ra qui sera de la partie. Nous pouvons citer Maïga Mokambo, nous pouvons citer Lobo Diko, nous pouvons citer voilà Sadio Koda Batal Poulakou, Ad Kon qui est un anima et un technicien pétri, mais aussi qui s'exprime en live. En plus de lui, nous aurons Sanabob Moussa Bello, pour ne citer que cela. Alors nous allons vous demander de vous déplacer du côté bien sûr du Sénasa pour vivre pleinement la 6e édition de ce festival dénommé Festival International Poulakou. Et Honoré, on parle de la 10e édition du CFENO. Tout à fait, CFENO, entendez là parler culture en fait à l'espace Nouvelle Option. Nous sommes à la 2e édition et le thème qui a été retenu pour cette 2e édition est le suivant: culture pour la solidarité et le patriotisme. Pendant ces 3 jours de festivités, des artistes pas des moindres ont décidé de nous accompagner. Entre autres, on peut citer Miss Tania, Dez Altino, Nourat et les Lions, KPG, Nato, l'élu 111, Kayaroto, Faden et plusieurs artistes comme Mets de Paix pour ne citer que cela. Alors déplacez-vous du côté voilà, de l'espace Nouvelle Option, si bien sûr à Bonheurville pour vivre pleinement voilà, la 2e édition du CFENO, culture en fait à l'espace Nouvelle Option. Et on parle cinéma maintenant. Tout à fait, comme on le dit, voilà, qui aime bien la vie va au cinéma. C'est ça. Du côté du ciné Burkina et Nerwaya plutôt, à la demande des cinéphiles après le ciné Burkina, c'était tout à fait normal que l'on présente voilà, ce nouveau film du réalisateur Zida Bakar Sidnaba aux cinéphiles du Nerwaya. Alors depuis le 28 octobre jusqu'au 3, le film Petit Kwassa est diffusé voilà, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc c'est pour nous l'occasion en tout cas d'inviter, pour ceux-là encore qui n'ont pas encore suivi, de vous déplacer du côté du ciné Nerwaya pour suivre ce dernier long métrage du réalisateur Boubacar Zida Sidnaba. Et pour le ciné Burkina, nous rebellotons avec le film de Nicole Sanou, qui n'est autre que Kiza Tutilaire, qui passe aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 3, pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Et maintenant, on termine avec les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, 11h, votre émission cadeau du jour, un seul numéro 02 21 02 02 pour prendre part à cette émission. Devinez la somme exacte, repartez à la maison avec le cadeau. La rétrospective du soirée à la télé, c'est le samedi à partir de 14h, le dimanche à partir de 7h30. Pour celui de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées, bien sûr, des proverbes que vous propose le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h avec le maestro, le capitaine Rasmani Nikema. Et pour le rendez-vous de l'information, cette fois-ci pour ce samedi, nous rebellotons avec le Renlac dans le cadre de notre émission Faso Intégrité. Et le thème qui a été retenu, voilà, c'est la corruption. Vous en avez parlé, voilà, du colloque sur la corruption et bien sûr le développement. Alors, quand on parle de corruption, comment freiner la corruption pour mieux, voilà, s'accentuer sur le développement, ben, c'est de cela qu'il sera question avec le Renlac demain sur l'ensemble du média à partir de 8h. Donc c'est le rendez-vous que nous vous donnons. Alors voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo pour les rendez-vous du week-end. Et comme le week-end est long, de grâce soyons prudents et qu'à la veille sur tout un chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Merci à Honoré. À vendredi prochain. Inch'Allah, ça marche.
Et à la suite de Honoré, on dit merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés. Je dis merci à Mikaël Amego, merci à Joseph Kabori, merci bien sûr à Laura du côté de la production toujours, et merci à Aurélie Somtori et à Nathalie Kokwaga, donc pour Kwalga, du moins c'est Nathalie Kwalga pour le maquillage, et merci à tous les techniciens au niveau de la salle de montage, merci à tous les diffuseurs en salle de diffusion, et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Prenez soin de vous. Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30, si nous sommes en bonne santé, on vous retrouvera, bien sûr. On espère bien. Et puis, prenez soin de vous et on se retrouve, Inch'Allah, lundi. Allez, bon week-end.